Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Levée du port du masque en extérieur en milieu scolaire, fin du pass sanitaire pour certaines professions. Le gouvernement princier allège ses mesures en principauté. Nous développerons cette information avec le ministre de l'Intérieur, Patrice Célario. Didier Gamerdinger, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, apportera également des précisions concernant la vaccination et l'arrivée du vaccin Novavax à Monaco. Il s'appelle Frère Paul Adrien, il est prêtre dominicain et fait le buzz sur internet avec ses vidéos postées sur les réseaux sociaux. Qui est ce prêtre 2.0 ? Le Frère Paul Adrien sera notre invité en deuxième partie de JT. Monaco représenté au prochain championnat du monde de gymnastique acrobatique. Nous ferons plus ample connaissance avec les gymnastes qui s'envoleront prochainement pour Bakou. Et enfin, c'est une tendance, plutôt que jeter, pourquoi ne pas réparer? Un recours qui plaît de plus en plus et pas seulement pour des questions financières. Le nombre de contaminations à la Covid-19 est en baisse constante à Monaco. Au vu de cette amélioration, le gouvernement princier a décidé d'alléger les mesures sanitaires en procédant en deux temps. Bonsoir Patrice Célario. Bonsoir Émilie. Il va y avoir des évolutions immédiates et d'autres qui se feront une semaine plus tard. Abordons tout d'abord les mesures qui prendront effet dès lundi. La première, la levée de l'obligation du port du masque en extérieur en milieu scolaire. Alors oui, la situation sanitaire effectivement s'étant améliorée et la campagne de dépistage que nous avons conduite lundi dernier nous montrant un taux de positivité relativement bas dans les établissements scolaires, le gouvernement a proposé et le souverain a décidé de lever l'obligation du port du masque en cours de récréation pour l'ensemble des établissements scolaires de la principauté. Et cela dès lundi. Et pour la pratique du sport également ? Il en est de même pour la pratique du sport scolaire, donc dans les établissements scolaires. Je rappelle que nous avions déjà autorisé la reprise de la natation scolaire. Donc là, pour l'ensemble des activités extérieures, c'est-à-dire les récréations ou l'activité sportive scolaire, le port du masque est supprimé dès ce lundi. Pourquoi ce choix, Monsieur le ministre, de ne pas lever totalement l'obligation du port du masque à l'école ? L'évolution de la situation sanitaire permet d'entrevoir un certain nombre d'allègements de mesures, dont celles dont je viens de parler. Le protocole aussi de gestion des cas contacts que nous avons fait évoluer depuis le début de cette année 2022 est également mis en œuvre pour réduire le plus possible le temps d'éviction des élèves. Parce qu'il est important pour avoir un enseignement de qualité et aussi pour limiter la perturbation des familles, d'avoir des classes qui restent ouvertes et des élèves qui travaillent. Donc il nous paraît, je dirais, important de prendre un petit peu le temps de cette analyse, de cette vigilance, surtout après le retour des vacances. On sait que pendant la période des vacances, il y a toujours une tendance à peut-être un petit peu moins être scrupuleux dans le respect des gestes barrières, et de ce fait des rebonds un petit peu épidémiques qui se produisent dans la semaine ou les jours qui suivent la rentrée des classes. Donc il nous a semblé important de donner un signal fort qui est celui de la levée du masque en cours de récréation, en restant encore prudent et en surveillant pour analyser la situation. Et comme on le dit très souvent, le gouvernement ne s'interdit pas, il se réserve toujours la possibilité, bien évidemment, en fonction de l'évolution et la surveillance que l'on a en permanence de la situation, de faire évoluer les mesures dans un sens ou dans l'autre. Autre allègement, Monsieur le ministre, annoncé aujourd'hui par le gouvernement princier, il concerne le pass sanitaire. Nous avions introduit l'obligation pour les personnels des services essentiels à la principauté, une obligation de présenter le pass sanitaire. Cette obligation qui était en vigueur jusqu'au 28 février n'est pas reconduite. Donc cette obligation est levée à compter de ce lundi pour l'ensemble des personnels qui travaillent pour les services essentiels dans les différentes structures. Le pass était en revanche maintenu dans les restaurants, dans les établissements recevant du public, qui, eux, exigent la présentation du pass pour la clientèle et de la même manière pour les personnels travaillant dans ces établissements. Est-ce que, comme la France, Monsieur le ministre, Monaco entrevoit la fin du pass sanitaire dans quelques semaines ?
Je crois qu'on aspire tous à ce que ces mesures qui sont toujours des contraintes puissent être levées dans un avenir qu'on espère le plus proche possible. Il faut se garder de prévisions ou d'affirmations trop rapides. On a été trop habitué à une évolution un petit peu erratique de la situation, où lorsqu'on pensait que la tendance était particulièrement favorable, on a eu des rebonds. Donc on aspire tous à ce qu'on puisse lever la totalité des mesures. Il est peut-être trop tôt pour faire des pronostics quant à la date d'intervention de cela. Dernière question, Monsieur le Ministre, qu'en est-il du télétravail? Est-ce qu'il est toujours obligatoire 3 jours ou là encore, les mesures ont évolué? Alors le télétravail est obligatoire pour 3 jours jusqu'au 4 mars et il a été décidé de ne pas renouveler cette mesure. Donc à compter du 5 mars, le télétravail ne sera plus obligatoire, mais il continuera à être recommandé, puisque l'on sait que c'est une manière d'organiser le travail qui réduit quand même les interactions au niveau de l'activité professionnelle, et ce qui permet aussi de limiter les risques de contamination. Eh bien, merci beaucoup Patrice Cellario d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour évoquer ensemble l'allègement des mesures sanitaires en principauté. Merci. Je vous en prie, bonne soirée. Les indicateurs favorables permettent donc d'alléger le protocole sanitaire. Pour être complète sur l'allègement de ces mesures, sachez qu'il a été annoncé également la levée des restrictions concernant la consommation au comptoir ou l'organisation de cocktails debout, ainsi que la reprise des sports de combat ou de contact. Ces mesures qui étaient très attendues prendront effet dès lundi. Et à partir du 7 mars, il ne sera plus obligatoire de porter un masque pour la pratique du sport en intérieur. Tous les détails de cet assouplissement des mesures sanitaires sont à retrouver sur nos réseaux sociaux. Lors de cette conférence de presse au ministère d'État, la vaccination a aussi été évoquée, notamment l'arrivée du vaccin Novavax à Monaco. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger. Le vaccin Novavax, la distribution hier soir a commencé en France dans les grands centres régionaux, donc il n'est pas encore disponible à notre connaissance dans les pharmacies et chez les médecins. Et nous attendons nous-mêmes d'être approvisionnés en principe d'ici la fin de la semaine prochaine. Pour autant, nous invitons dès à présent les personnes qui souhaiteraient bénéficier de ce vaccin à se faire connaître auprès du call center, de manière à ce que notre centre de vaccination les rappelle. Plusieurs précisions. Ce vaccin n'est utilisable que pour les majeurs, donc au-dessus de 18 ans. Et par ailleurs, à ce stade, il n'est pas autorisé comme dose supplémentaire d'injection. Ce qui signifie que si on a fait un schéma vaccinal complet à 2 doses avec un vaccin Pfizer par exemple, comme c'est le cas à Monaco, on ne peut pas l'utiliser comme 3e dose si vous voulez. Et donc il faudra que les personnes intègrent bien ces éléments au moment de formaliser leur demande. Voilà ce que nous pouvions dire sur les annonces du gouvernement princier aujourd'hui. On rejoint Frédéric Hélion pour le reste de l'actualité. Frédéric, en football, l'AS Monaco connaît son futur adversaire pour les 8e de finale de Ligue Europa. Un tirage au sort plutôt clément pour les Monégasques Émilie parmi les adversaires potentiels pour ces 8e de finale de Ligue Europa. Le Barça, Leipzig, le FC Séville ou encore l'Atalanta Bergame. Mais Monaco affrontera finalement Braga. Le match aller aura lieu au Portugal le jeudi 10 mars et le retour la semaine suivante, le 17, au Stade Louis II. Et avant de penser à cette double confrontation européenne, Monaco recevra Reims dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Après 2 matchs nuls consécutifs contre Lorient et à Bordeaux, Monaco ne peut plus se permettre de lâcher encore des points face à une équipe située en 2e partie de tableau. Reims, 14e au classement, n'a gagné que 2 fois à l'extérieur en Ligue 1 cette saison, mais à chaque fois sur la pelouse d'un prétendant à l'Europe, à Rennes et à Lyon. Oui, je pense qu'effectivement, c'est toujours plus difficile de faire face à des équipes qui ferment les espaces. Il faut procéder différemment, il faut procéder plus rapidement, essayer de trouver justement ces espaces-là. Ces transitions-là et forcément ce n'est jamais facile face à ces équipes qui ferment le jeu. Mais on a analysé tout ça cette semaine, on a essayé de trouver les solutions pour justement changer cela et je suis sûr qu'on assistera à un match différent ce week-end.
6e au classement avec 38 points, Monaco est à 4 points du 4e Strasbourg et compte 2 unités d'avance sur le 11e Lille. Oui, et d'ailleurs, sachez que nos bobeurs Rudy Rinaldi et Boris Vian, 6e aux Jeux Olympiques de Pékin, donneront le coup d'envoi fictif de cette rencontre. On passe à cette information, Frédéric, pour les fans de sport automobile. 3 épreuves cette année en principauté avec le Grand Prix de Formule 1, bien sûr, fin mai, le 13e Grand Prix Monaco historique du 13 au 15 mai, et le Monaco e-Prix le 30 avril. La billetterie est d'ailleurs ouverte pour cette épreuve, 6e manche du championnat de Formule E. Après 3 courses, Eduardo Mortara du team Rocket Venturi Racing est en tête du classement pilote. Et on termine par ce résultat en voile. Dimitri Rybolovlev a remporté l'épreuve en temps réel de la Royal Ocean Racing Club Caribbean 600 dans la catégorie monocoque. 74 équipages avaient pris le départ d'Antigua lundi 21. Après une course de 600 miles autour de 11 îles des Caraïbes, le Clubsman 125 Scorpios, barré par Dimitri Rybolovlev, l'emporte après 1 jour, 16 heures, 39 minutes et 51 secondes de course. Merci Frédéric. On reste dans le sport avec de la gymnastique acrobatique. Un duo et un trio de gymnastes du Féminasport représenteront la principauté au prochain championnat du monde à Bakou. Dorine Jarnias et Lionel Bernardi sont allés recueillir leur impression avant le jour J. Dernier entraînement avant le grand départ pour les gymnastes du Féminasport. Lundi, nous partons au championnat du monde à Bakou par groupe d'âge dans la catégorie 12-18. Du coup, c'est une grande expérience parce que c'est la première fois pour ma part. Et ça va être, franchement, j'espère que ça va être génial et on va donner le meilleur de nous-mêmes. Julia fait partie du trio et même si elles s'entraînent ensemble depuis seulement 3 mois, elles sont déjà très complices. Ninon, elle, fait partie du duo qualifié et avec sa partenaire Louane, l'ambition est grande. Nous avons un objectif qui est d'arriver dans les 10 premiers par nation sur 24. C'est un objectif de taille parce que nous sommes un petit pays, donc nous mettons tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Pour atteindre leurs objectifs, il faut travailler dur afin de rivaliser avec les nations favorites comme l'Ukraine, le Portugal et la Russie. Alors pour cela, l'entraînement est intense. Les filles s'entraînent 5 fois par semaine à raison de 2-3 heures par entraînement. Ça peut aller jusqu'à 4 heures par entraînement. Donc c'est quand même un sport difficile, il faut faire beaucoup d'étirements, de musculation, beaucoup de figures qui demandent de la force, de l'endurance. Donc c'est un gros travail pour ces jeunes filles, mais on est extrêmement fiers d'elles parce qu'elles se comportent très bien, elles sont très sérieuses, très professionnelles et on est vraiment très contents d'elles. Des athlètes jeunes et ambitieuses qui font la fierté du club qui veut les suivre sur le long terme. Le club, c'est dans un projet de présenter des gymnastes de nationalité monégasque et française et autres sur le niveau international. Mais c'est surtout d'accompagner des athlètes motivés à réaliser leurs rêves parce que en fait, leur rêve, c'est de représenter leur pays. Et c'est ça qui nous rend fiers, c'est que le travail qu'elles fournissent paye. Pendant la compétition, les 2 équipes n'auront que 2 heures pour performer, avec 1 heure pour s'échauffer et une autre pour présenter leurs enchaînements. Et nous suivrons donc de près les championnats du monde de gymnastique acrobatique qui débutent le 3 mars à Bakou. Accueillons à présent notre second invité, il s'agit du frère Paul Adrien. Il s'est lancé dans les réseaux sociaux il y a quelques années pour donner un autre visage de l'Église, un visage plus jeune et plus accessible. Résultat, ces vidéos comptent plus d'1 million de vues sur la toile. Le frère Paul Adrien est actuellement de passage en principauté. Il nous fait l'honneur d'être avec nous sur Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir. D'où vous est venue l'idée de vous lancer sur les réseaux sociaux? C'est un peu inhabituel pour l'Église. J'ai eu l'idée de me lancer sur les réseaux sociaux. En fait, j'avais plusieurs cordes à mon arc. Donc, je m'étais proposé pour faire de chanter de la guitare, des chants dans la rue. Ça, c'était le premier projet. Le deuxième projet, c'était d'aider les prêtres dans les paroisses pour organiser des temps forts. Et le troisième projet, c'était de faire des vidéos sur YouTube. Mais dans ma tête, ça devait être un peu marginal. Enfin, c'était pour m'amuser. Et je me suis aperçu que des 3 projets, c'était celui qui marchait le mieux, entre guillemets. Et au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de vues, de plus en plus d'abonnés.
Et finalement, quand ma hiérarchie a vu ça, eh ben, elle a décidé que ce soit une mission officielle. Alors c'est assez inhabituel pour des curés de faire ça, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas beaucoup et que les curés sont surchargés de travail, donc ils sont plutôt dans des paroisses à baptiser, à prêcher, etc. Il s'est trouvé que j'avais une année où j'avais du temps, où je pouvais faire des projets, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Mais en tout cas pour moi qui suis frère religieux dominicain, ça marche en fait très bien dans ma vie religieuse et j'ai le soutien de ma hiérarchie qui est très content et qui m'aide énormément. Ouais, vous le disiez, le succès a été fulgurant. Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement? Oui, non. Enfin, alors, ce que je veux dire, le succès a été fulgurant. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous comparez ça à un vrai youtubeur, entre guillemets, comme Squeezie, etc., bon, on se calme, hein, il y a quand même encore 1 ou 2 zéros d'écart. Mais pour un prêtre, c'est assez inattendu et inhabituel d'avoir, quand je fais une vidéo, d'avoir 10 000, 20 000, parfois 30, 40 000 personnes qui me regardent. C'est assez inhabituel, donc non, je ne m'y attendais pas. Mais en fait, en y réfléchissant bien, vu le temps que je passe sur YouTube à regarder les uns ou les autres, en fait, c'est tout simplement là où se trouvent les gens. Et donc c'est bien d'y être aussi parce que c'est là où on les rejoint, c'est là où on parle avec eux et c'est tout simplement la vie moderne en France en 2022. Donc c'est bien. Et vous assumez ce côté youtubeur, influenceur, prêtre 2.0, on va dire? Influenceur, j'aime pas trop parce que je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression qu'il y a des connotations un peu négatives. Youtubeur, je pense que je vais le dire de moins en moins parce qu'à côté j'ai Instagram et à côté j'ai TikTok. TikTok également. Donc voilà, donc quand je dis YouTube, la conclusion c'est que les gens regardent directement sur YouTube et donc il y a le reste à côté. Mais moi dans ma tête, je me pense pas en tant que youtubeur ou en tant qu'influenceur. Dans ma tête, moi je suis dominicain, religieux. C'est un ordre qui a été fondé au XIIIe siècle par Saint Dominique qui était un prédicateur itinérant. Donc en fait, ça peut paraître bizarre, mais moi dans ma tête, j'essaye en fait d'imiter un moine qui vivait au Moyen-Âge, qui s'appelait Saint Dominique et qui était déjà en son temps, était une sorte de prédicateur itinérant. Donc comme lui, je suis partout et nulle part, c'est sur les réseaux sociaux. Lui vivait de dons des gens, ben moi je vis aussi des dons que les gens me donnent sur Tipeee via les réseaux. Donc en fait, ma référence première, c'est là ce qui est assez étonnant, c'est que c'est pas les codes YouTube, ma référence première, c'est l'église du Moyen-Âge. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est de voir comment est-ce que les deux, ça marche très bien ensemble. Ça match. Quels sont les types de sujets que vous traitez dans vos vidéos, frère Paul-Adrien? Alors il peut y avoir beaucoup de types de sujets différents. Il y a d'abord les sujets qui me semblent importants, que j'ai envie de faire. Donc ça par exemple, c'est quand quelqu'un découvre le christianisme, j'essaye de faire des vidéos pour lui apprendre la base. Il y a aussi des vidéos que je fais parce que je sens que les gens vivent des vies pas faciles et qu'ils ont besoin d'entendre des paroles qui les réconfortent et qui leur rappellent l'amour du Christ. Puis après, il y a les vidéos qu'on me demande, qui sont un peu plus de catéchèse, que j'aime beaucoup parce que c'est ma première formation, donc la Bible. Par exemple, l'Arche de l'Alliance, là j'en ai vu une sur les anges. Et après, il y a les vidéos d'actualité. Donc ça, les vidéos d'actualité, ça marche bien. Donc par exemple, sur TikTok, j'ai fait une vidéo pour parler de la fameuse affaire avec le TikToker Benjamin qui faisait du crop top dans les églises. Et puis après, il y a les vidéos qui me font plaisir, que je fais simplement pour prendre du temps, pour m'amuser. Par exemple, quand je parle des séries sur Netflix. Les réseaux sociaux ont leur bon comme leur mauvais côté. Est-ce que vous n'avez pas peur de la critique ou que le message ne soit pas bien perçu, ne soit pas bien assimilé? Ah bah c'est toujours le risque et c'est d'une certaine manière ça fait partie du métier, hein. Ça veut dire que ce qui est sûr c'est qu'on ne pourra pas empêcher toutes les maladresses et on ne pourra pas empêcher des erreurs. La question c'est plutôt comment, quand on en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on réagit? Donc voilà, je reçois beaucoup de messages à la fois d'encouragement et beaucoup de messages de haters me disant que je me fourvoie complètement, qu'il faut que je me convertisse à telle ou telle religion ou alors que je suis un mauvais prêtre et un mauvais catholique parce que... Mais globalement, je suis étonné de voir que dans le milieu catholique, j'allais dire mainstream, des gens qui vont à la messe tous les dimanches. Il y a beaucoup de bienveillance. Merci beaucoup, frère Paul-Adrien, d'avoir été avec nous à l'occasion de votre passage en principauté. Merci infiniment. Merci beaucoup. On retrouve Frédéric Hélion pour évoquer les prochains rendez-vous à noter dans vos agendas. Il y a notamment ce cycle de conférences proposé par l'AMI, Frédéric. L'association monégasque ibéro-américaine propose 2 conférences animées par la psychologue Natalia Denis-Pelletier à la maison diocésaine. La première aura lieu demain, samedi 26 février à 17h30. Le thème, les 4 secrets pour avoir un enfant heureux. Au centre des discussions, les besoins de l'enfant en fonction de son stade de développement physique et affectif et un éclairage sur la relation parent-enfant. La deuxième conférence se tiendra le 4 mars. Et d'ailleurs, Natalia Pelletier sera notre invitée en début de semaine prochaine. Du changement pour un établissement mythique de la Principauté du côté de la place du Casino, Frédéric. Dernier week-end avant le déménagement du Café de Paris qui vit ses dernières heures dans sa configuration actuelle. L'établissement va fermer son restaurant
lundi soir pour s'installer dans la salle Empire et sur la terrasse de l'hôtel de Paris. Une réouverture programmée le 10 mars. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Mais avant cela, intéressons-nous à cette tendance qui séduit de plus en plus, réparer des objets ou des appareils plutôt que de les jeter. Exemple dans ce reportage réalisé par Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Rémi, il faudrait changer le mitigeur parce que pas de problème. États. Après, on a un problème avec la prise qu'il y a dans le couloir, juste là à l'entrée. On connaissait la célèbre phrase de Lavoisier « Rien ne se perd, tout se transforme ». Eh bien aujourd'hui, on pourrait y ajouter cette précision « Rien ne se jette surtout ». Comme le prouvent plusieurs interventions de Rémi, il est ici chez Frédéric, un particulier. Il a fait appel à lui pour intervenir dans la cuisine, côté robinetterie, mais pas seulement. J'ai mon client qui m'a demandé de vérifier une prise. Ça arrive souvent d'arriver chez les clients qui me disent « Tiens, vu que tu es ici, est-ce que tu peux regarder? J'ai une porte qui est pas très bien fixée, j'ai un problème dans une prise, ce genre de choses. » Donc quand on peut faire l'intervention tout de suite, on l'a fait et au moins c'est réparé. Chercher d'où vient le problème pour ne pas avoir à tout changer sur la liste des actions à mener pour moins jeter et offrir une seconde vie à plusieurs éléments. Cet exemple aussi de reconversion pour ces cagettes. Au lieu de changer tout le temps. Pour exemple, j'étais chez une cliente la semaine dernière à Roquebrune et plusieurs de ses amis lui avaient dit de changer la machine à laver parce qu'il y avait un problème sur la machine. Et quand j'y suis allé, elle m'a dit « Essaye quand même de réparer une dernière fois » et il s'est avéré que le problème venait du filtre calcaire qui était bouché. Donc on a simplement changé le tuyau d'alimentation de la machine et donc elle peut utiliser sa machine à nouveau, elle n'avait pas à la remplacer. Voici donc pour l'aspect pratique, mais ne pas jeter peut aussi avoir une dimension artistique ou décorative, comme avec ces capsules et ces bouchons. Recycler, un principe que de plus en plus de résidents de la Principauté ont choisi de suivre. Alors, pourquoi pas vous? Il est temps de consulter vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de samedi, Frédéric? Un début de week-end ensoleillé, Émilie, avec peu de nuages et de fortes rafales à 55 km/h attendues, notamment la matinée. Le vent faiblira dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 5 et 13 degrés. Samedi 26 février, nous fêterons les Nestors. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana et l'opération Monacollecte qui a débuté aujourd'hui. L'événement solidaire autour de la collecte et du tri des déchets se tient jusqu'à demain sur le port Hercule. Nous recevrons d'ailleurs le parrain de cette première édition, Samuel Le Bihan, dans notre JT de demain. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.